Merci Madame la Présidente. La France et l'Allemagne sont liées par une convention fiscale signée le 21 juillet 1959, il y a déjà 56 ans, et modifiée seulement par 3 avenants, les 9 juin 1969, le 28 septembre 1989 et le 20 décembre 2001. Le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à notre approbation vise à autoriser le 4e avenant à cette convention. Il a été signé le 31 mars dernier à Berlin et son objet est de clarifier les règles fiscales applicables aux opérations impliquant des résidents des deux États pour renforcer la sécurité juridique des personnes morales et physiques dans nos deux pays. Je voudrais faire 2 remarques liminaires. La toute première, c'est que ce texte est très attendu, notamment parce qu'il va sécuriser la situation fiscale de dizaines de milliers de salariés de la zone frontalière française exerçant en Allemagne et celle des résidents de France percevant des pensions de retraite versées de l'Allemagne au titre des assurances sociales légales. Deuxième remarque, nous n'avons pas du tout épuisé l'ensemble des sujets fiscaux et sociaux. Et j'ai souhaité, à l'occasion de ce rapport, pouvoir consulter un large nombre de personnalités françaises et allemandes, dont la liste figure en annexe du document, et recueillir également en direct, via le site de l'Assemblée nationale, les avis de nos compatriotes en Allemagne sur le projet de loi, mais aussi sur d'autres sujets relevant des prélèvements fiscaux et sociaux. Et il ressort de cet exercice de consultation qu'un certain nombre de dysfonctionnements portant préjudice à nos concitoyens et limitant la mobilité entre nos deux pays sont encore irrésolus. De tels freins aux échanges sont d'autant moins compréhensibles que l'on connaît l'étroitesse des relations entre nos deux pays, qui n'a pas son équivalent en Europe. Il y a, mes chers collègues, environ 120 000 Français en Allemagne et à peu près autant d'Allemands en France. L'Allemagne est le premier partenaire commercial de la France, notre premier client, et notre premier fournisseur. Les coopérations industrielles entre les entreprises françaises et allemandes sont nombreuses. Les échanges sont intenses, notamment grâce à l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui depuis 1963 a permis à plus de 8 millions de Français et d'Allemands de se rendre dans le pays voisin, d'en découvrir la culture et d'en apprendre la langue. La coopération bilatérale éducative et universitaire franco-allemande est elle aussi sans équivalent en Europe, fondée sur la nécessité de promouvoir l'apprentissage de la langue du partenaire, socle véritable de notre coopération. Notre dialogue politique avec l'Allemagne s'appuie sur une coopération inédite, qui s'exprime, et c'est son originalité, à plusieurs niveaux. Bien sûr, entre le président de la République et la chancelière fédérale, dont le dialogue est constant, comme l'a montré il y a quelques jours seulement leur rencontre sur la lutte contre le terrorisme. Au niveau ministériel également, avec par exemple le Conseil des ministres franco-allemands, qui est l'enceinte de concertation de tant et tant de sujets, notamment de sujets touchant aussi au débat européen. Au niveau interparlementaire, avec des groupes d'amitié, j'ai l'honneur de présider du côté de l'Assemblée nationale le groupe qui nous unit au Bundestag, qui nous permettent de dialoguer sur tous les sujets. Et puis enfin, au niveau des territoires, qui est un volet particulièrement actif. Songeons qu'il existe plus de 2500 jumelages entre des collectivités françaises et des collectivités allemandes. Volet actif, comme l'a montré en particulier très récemment la conférence de Metz au mois de juillet sur la coopération transfrontalière. Les traités de Rome de 1957 ont installé la coopération franco-allemande comme condition et comme moteur de la construction européenne, de même que l'acte unique européen, que le traité de Maastricht, que l'euro, que les accords de Schengen, que la construction d'une politique européenne de sécurité et de défense jusqu'à la mise en place récente de l'union bancaire. Aujourd'hui, plus que jamais, qu'il s'agisse de doter l'euro d'une capacité budgétaire et d'un gouvernement économique, de mettre au point des plans d'insertion des jeunes, une stratégie d'investissement, notamment par les nouvelles industries et pour les nouveaux systèmes de communication, une communauté européenne de l'énergie, aucune avancée concrète en Europe n'est possible sans un consensus franco-allemand, sans une volonté franco-allemande. L'adoption de l'agenda franco-allemand 2020 en février 2010 a constitué une nouvelle étape de rapprochement entre la France et l'Allemagne. Depuis, nos deux gouvernements ont décidé de mesures destinées à renforcer notre convergence économique et sociale, à donner une nouvelle impulsion à l'Europe de la défense. Nous avons aussi souhaité mettre l'accent sur les investissements
Il y a 2 projets franco-allemands à l'intérieur du plan Juncker, sur le numérique, ou encore plus récemment sur la lutte contre le terrorisme. Le prochain Conseil des ministres franco-allemands devrait se tenir au début 2016. L'intégration sociale, sujet important, fera partie des travaux puisqu'une mission a été confiée à l'ancien Premier ministre, notre collègue Jean-Marc Ayrault, et à la ministre présidente de la SAR, Annegret Kramp-Karrenbauer, en vue d'élaborer, je cite, des projets bilatéraux pour promouvoir l'intégration au sein de nos sociétés. On doit se réjouir de l'inscription de ce thème à l'ordre du jour, car si le dialogue institutionnel est actif entre nos 2 pays, il nous faut désormais faire disparaître les freins concrets, tangibles, et ils demeurent hélas nombreux, à l'intégration. J'en viens à présent au texte qui est l'objet de notre débat, qui a pour but précisément de lever certains de ces obstacles. Quel est le contenu de l'avenant et quels sont ses enjeux pour la France? Le premier élément important, c'est la pérennisation du régime des travailleurs frontaliers. En matière d'imposition sur les revenus, le modèle de convention de l'OCDE et la plupart des accords bilatéraux en vigueur posent le principe de l'imposition des salariés dans le pays où ils exercent leur activité. Toutefois, certains dispositifs concernant les travailleurs frontaliers y dérogent et prévoient une imposition dans le pays de résidence afin de prendre en compte les liens entre ces contribuables et l'État où ils vivent et ainsi de financer les dépenses publiques correspondantes. Ce dispositif, ancien en soi, concerne aujourd'hui plusieurs dizaines de milliers de personnes qui vivent en France et qui travaillent en Allemagne. Depuis la fin des années 1990, désormais presque 20 ans, l'Allemagne a souhaité supprimer ce régime, qu'elle jugeait défavorable pour elle d'un point de vue budgétaire. Des négociations à ce titre ont été engagées à compter de 2002. Mais devant la volonté française de maintenir ce dispositif, les partis ont fini par s'entendre dès l'année 2006 sur la pérennisation, contre versement à l'Allemagne, d'une compensation financière, à l'instar finalement de nos accords conclus déjà avec la Suisse et la Belgique. L'Allemagne souhaitait initialement récupérer l'intégralité de son manque à gagner fiscal, mais finalement a accepté d'entrer dans une logique de partage des recettes effectivement perçues par la France. Il a été obtenu que le montant de la compensation corresponde à un pourcentage des rémunérations perçues par ces salariés, avec un plafond fixé à 44% de l'impôt sur le revenu français acquitté par eux. Sur la base d'un impôt sur le revenu annuel de 50 millions d'euros, cela représente 22 millions d'euros qui seront versés l'année suivant celle de l'entrée en vigueur de l'avenant. Après 2020, ce montant fera l'objet d'une révision quinquennale entre les 2 États. Deuxième élément qu'il s'agit de noter à la lecture de l'avenant, c'est la résolution des difficultés liées à l'imposition des pensions transfrontalières. La convention fiscale permet une imposition des pensions versées au titre des assurances sociales légales par le seul État de source du revenu. Tel est également le cas des pensions versées par une personne publique. Une décision du tribunal constitutionnel de Karlsruhe du 6 mars 2002 a conduit l'Allemagne à modifier, à compter de 2005, sa législation interne, laquelle, jusqu'alors, exonérait les pensions versées à des non-résidents. Ainsi, en 2009, les résidents de France ont reçu leur premier avis d'imposition allemand. Environ 70 000 retraités, dont certains de revenus très modestes, ont été touchés par cette modification législative. Les associations de travailleurs frontaliers ont immédiatement alerté les autorités françaises, y compris nous-mêmes, parlementaires, des problèmes liés à la rétroactivité de ces procédures et aux difficultés financières et administratives qui en découlaient pour des milliers de personnes. Des discussions ont été engagées par les autorités françaises pour obtenir un assouplissement de la position allemande en sollicitant notamment un abandon partiel de la rétroactivité et une remise des intérêts et pénalités appliqués au rappel d'impôts. Par ailleurs, la France a souhaité modifier la Convention pour davantage de sécurité juridique, puisque nous étions dans un contexte de grande insécurité. Après plusieurs années d'échanges, l'Allemagne a fini par accepter de renoncer à l'imposition à la source des pensions versées au titre des assurances sociales légales, en contrepartie de la mise en place d'une compensation financière entre les 2 États. Et l'avenant qui nous est soumis prévoit donc l'imposition des pensions versées par les assurances sociales légales dans le seul
état de résidence et non pas d'activité. Le régime des pensions publiques, en revanche, reste inchangé. C'est dans l'état où ils étaient fonctionnaires que les retraités continueront d'acquitter l'impôt. Pour ce qui est de la compensation, le premier versement sera effectué par la France sur la base d'un solde de 16 millions d'euros au titre de l'année 2013, actualisé à raison d'une augmentation de 9,4% par an, pour atteindre la somme de 30 millions d'euros en 2020. Et ensuite, comme je l'ai indiqué un peu plus tôt, l'évolution du montant de la compensation fera l'objet de négociations tous les 5 ans. À défaut d'un accord entre les parties, elle sera indexée au niveau de l'inflation. Enfin, troisième élément essentiel, cet avenant comporte de nombreuses améliorations au regard de l'évolution des pratiques et des législations fiscales françaises et allemandes. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, auront un impact positif sur nos finances publiques, en particulier l'imposition des sportifs, des artistes, des mannequins dans l'état d'exercice de l'activité, la possibilité pour la France d'appliquer le prélèvement prévu à l'article 208C du Code général des impôts sur les produits distribués par des sociétés d'investissement immobilier exonérées, ou encore l'alignement de l'imposition des cessions de titres de société à prépondérance immobilière sur celle des plus-values sur immeubles. J'aimerais, Madame la Présidente, chers collègues, clore mon propos par l'évocation rapide et certainement non exhaustive des dysfonctionnements qui m'ont été signalés par nos concitoyens à l'occasion de ce travail finalement participatif que j'ai mené pendant 3 semaines en matière de prélèvements fiscaux et sociaux. D'apparence technique, ces dysfonctionnements affectent en réalité le quotidien de dizaines de milliers de personnes, dont je suis, pour l'autre côté du Rhin, le député, et limitent les échanges entre nos deux pays. Je ne peux pas tous les détailler ici, mais on y relève entre autres la déclaration auprès du fisc allemand des intérêts produits par un plan d'épargne logement ou un contrat d'assurance vie souscrit en France. Les règles d'imposition applicables aux retraites perçues de France en Allemagne et d'Allemagne en France, notamment dans la fonction publique. Le prélèvement de 15,5% sur les retraites complémentaires de la GIRC et de l'ARCO perçues en Allemagne, comme pour les retraites d'entreprises allemandes, alors même que nos retraites complémentaires présentent un caractère obligatoire, consacré par le législateur, à l'instar finalement des retraites générales allemandes comme françaises, qui, elles, font l'objet d'un prélèvement à hauteur de 8,2% seulement. La double imposition des pensions alimentaires résultant de leur assujettissement partiel en Allemagne et total en France, sujet auquel j'accorde une importance particulière, car je connais, comme député des Français d'Allemagne, toute la galère, si vous me permettez l'expression, expérimentée par des centaines d'ex-conjoints séparés par la vie et plus encore par 2 ordres juridiques différents. Je souhaite, et j'y veillerai, à ce que le débat et la réflexion sur les sujets fiscaux non encore résolus ou non encore traités ne soient pas oubliés. Nous devons montrer, à la veille du Conseil des ministres franco-allemands du début 2016, qu'il existe une véritable volonté politique d'ouvrir certains sujets. Certains problèmes appellent un toilettage d'une convention qui n'a été modifiée que 3 fois depuis 1959. D'autres exigent une coordination de nos législations. C'est à l'évidence un chantier de longue haleine. Et l'ambassadeur d'Allemagne, avec lequel je me suis entretenu pour préparer ce rapport, s'y est montré très ouvert. C'est un signe encourageant, je crois. Nous avons une obligation de résultat sur ces sujets qui sont la vie quotidienne de plusieurs centaines de milliers de personnes en France et en Allemagne. Pour terminer, les gouvernements français et allemands ont pris l'engagement commun d'assurer la ratification de l'accord avant la fin de l'année 2015, afin que la nouvelle convention puisse s'appliquer au 1er janvier 2016. La ratification du côté allemand a été actée par le Bundestag et par le Bundesrat le mois passé. La France ne peut pas, de son côté, ne pas honorer cette promesse. Et donc je vous invite à adopter ce projet de loi. Je tiens à remercier Madame Cognier pour son concours tout au long de ce processus de préparation de ce rapport, de même qu'elles ne sont pas là, mais peut-être elles m'entendent, Mesdames Cam et Delaunay, au secrétariat de la Commission des Affaires étrangères. Je sais combien il est difficile parfois de suivre un député des Français de l'étranger rompu forcément par une organisation un peu baroque aux conférences téléphoniques, aux webinars, pour tout faire, y compris pour conduire des auditions préparatoires à l'écriture d'un rapport. Et je veux aussi saluer mes collaborateurs, notamment Madame Bellage,
pour son dévouement et pour son soutien de tous les jours, qui est tellement précieux face aux impératifs d'une circonscription vaste et surtout aux défis humains qui s'y posent en termes de politique publique, défis que j'ai voulu illustrer à travers ce rapport. Merci. Merci beaucoup, chers collègues.